C'est vraiment une chance pour nous d'avoir une professionnelle, donc c'est Sophie Bernard qui est ici. La traduction sera faite par bénévolement, donc soyez clément, par Jean-Marc Yel qui est ici et qui traduira ce que Victoria Wojciechowska pourra dire en anglais. Donc nos invités, je les présente très rapidement, mais Sophie le fera plus complètement et mieux que moi. Donc on a Guillaume Herbeau qui est en bout de table, qui est le journaliste qui a fait le travail que vous voyez sur les murs, photojournaliste. Ensuite vous avez Guillaume Chauvin qui lui est aussi auteur et qui prépare un livre sur l'Ukraine qui sortira au printemps. Et donc Victoria Wojciechowska qui elle est polonaise et qui a travaillé aussi sur l'Ukraine. Voilà. Je passe la parole à notre modératrice. Donc moi je vais juste vous rappeler, puisque le tour de table a déjà été fait, l'intitulé de la table ronde donc, qui est point de vue sur l'Ukraine. Donc on a 3 photographes, d'ailleurs à voir s'ils se définissent comme tels, qui travaillent tous sur le long terme sur l'Ukraine à travers des sujets différents. Donc Guillaume Herbeau, vous pouvez voir ses photos au mur, et puis pour les 2 autres, en fait, il va y avoir une projection qui va courir un petit peu le temps de la discussion, et bien sûr, on pourra s'arrêter sur certains travaux ou sur certaines photos en particulier. Vous pourrez aussi, à un moment donné, prendre la parole si ça vous intéresse. Donc pour commencer, moi je préférerais quand même que chacun se présente lui-même, parce qu'on a des parcours assez complexes. Donc je vais d'abord donner la parole à Guillaume Herbeau, qui va un petit peu délimiter son travail, son champ. Donc je travaille principalement pour les journaux, et donc mon économie elle est basée vraiment sur la vente de mes reportages aux journaux. Mais je ne m'arrête pas là, parce que je pense que la photographie elle a plusieurs vies et qu'il faut toucher un public beaucoup plus large. Et donc, à côté de mon travail de photographe de reportage, j'essaie de monter une vision personnelle des événements qui vont dépasser la presse et qui vont se retrouver dans des livres ou des expositions. Voilà. Victoria, je vais te demander aussi de te présenter et peut-être raconter aussi un petit peu ta formation de départ. Et puis... Hello, nice to be here. Yes, I'm Victoria Wojciechowska. I'm coming from Poland. My background is multimedia, and I finished Academy of Fine Arts in Poland, in Warsaw. I worked in different subjects. Doesn't have special key to choose the subject. It's the subject which strike me, and I want to work about it. And it was how it was with Ukraine and war in Ukraine. And I will describe later probably more about it. Bonjour à tous et à toutes. Moi je suis Guillaume Chauvin. J'ai suivi moi aussi des études artistiques. Depuis 10 ans maintenant, je suis indépendant. Administrativement, j'ai la mention de photographe. Parce que c'est vrai que moi aussi, c'est là que je tire mes revenus, soit avec de la presse nationale ou internationale, des médias conventionnels type Le Monde, Libé, de moins conventionnels type Vice et autres. Après, il y a aussi des commanditaires qui sont bien moins médiatiques. Enfin, c'est pas des institutions privées, des ministères et autres. Et l'Ukraine, je vous la raconterai plutôt pour le projet qu'elle est depuis bientôt 5 ans maintenant, de livres, puisque mon autre principale activité, qui est la moins rentable, est de faire des livres. Et je vous en parlerai aussi. Donc évidemment, ces 3 artistes, on va dire, travaillent sur l'Ukraine depuis longtemps. J'ai envie de vous poser une première question assez simple. Comment êtes-vous chacun arrivé en Ukraine et pourquoi vous avez commencé à initier un travail sur l'Ukraine? Donc toi, Guillaume, ça date du début des années 2000. Je te laisse. Oui, moi, mes premiers pas en Ukraine, c'était en 2001, avril 2001, et j'ai découvert l'Ukraine en allant à Tchernobyl. Et ça a été un vrai choc déjà d'aller à Tchernobyl, de voir des lieux abandonnés, des lieux radioactifs.
Et par ailleurs, en visitant ces zones radioactives, j'ai pris du temps aussi à Kiev pour rencontrer les victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Et à partir de là, en fait, j'ai eu une attirance très très forte pour le pays. Et je me demande encore pourquoi d'ailleurs. Alors j'ai des pistes, hein, mais il y avait les couleurs qui me rappelaient mon enfance, il y avait des paysages aussi qui me rappelaient des territoires que je voyais quand j'étais enfant. Et je pense que je suis attiré vraiment très fortement par le pays, voilà, depuis. Et donc 2001, Tchernobyl, et ensuite, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, je retourne chaque année en Ukraine. Et au départ, je m'intéressais, à part Tchernobyl, à la vie quotidienne, à la politique, voilà. Puis en 2004, il y a eu la révolution orange, la première révolution en Ukraine, et à partir de 91, pardon. Et donc quand en fait c'est pas très clair ce que je vous raconte là, je crois que je suis fatigué. Donc la révolution orange, en fait, ça a été une vraie ouverture pour l'Ukraine, un virage vers l'Europe. Et à partir de là, je me suis dit, c'est intéressant d'aller dans le Donbass voir les gens qui sont contre la révolution orange. Donc j'ai fait un travail sur les mineurs, je me suis intéressé aux personnes qui étaient contre la révolution. Et ensuite, j'ai continué dans cette lancée pour me dire comment ce pays qui a connu cette révolution va évoluer. Donc je me suis intéressé à la Crimée et au mouvement pro-russe en Crimée. J'ai continué dans le Donbass. J'ai fait un travail sur la montée du nationalisme en Ukraine à travers le retour du mouvement des Cosaques. Et puis, 2013 est arrivé, Maïdan. Et là, j'ai été dès les premiers jours sur la place Maïdan à couvrir les événements. Et alors que j'avais plein d'autres projets hors de l'Ukraine, toute ma concentration a été depuis sur l'Ukraine et le début de la guerre et la guerre aujourd'hui. Donc voilà. Victoria, j'ai envie c'est pas grave. Également de te demander qu'est-ce que toi, pourquoi tu as commencé un travail sur l'Ukraine. Est-ce que ça a un lien avec ton histoire personnelle, donc, ou le fait que tu es polonaise? Yes, I think this is one of the reasons, because I'm coming from the east of Poland, which is very close. My city Lublin is very close to Ukrainian border. So I used to go there for vacation when I was a child, especially to Lviv, which is the city, the closest city, very beautiful. But I think this was only one of the reasons, but there was many more reasons, and the first one was probably anger, my anger, and it came from it that of course I consider Ukraine as a part of Europe and the country very similar to other European countries, and I figure out that when the war started in Ukraine, the reaction and nobody stopped it, and the reaction was not enough. I mean about reaction of Europe in a way to stop the conflict. And that time when the war started in east of Ukraine, I was in China, so I was also suffering from the lack of knowledge. Because in China the internet is blocked, so I couldn't access the information, and I was feeling very insecure in the way how the conflict is expanding. So I think this anger and this shock that it can happen just nearby, it was mobilizing me more and more, and once I arrived back to Europe, I decided I want to work about this subject. Guillaume, pareil, même question. Quel a été le déclencheur en fait de ton travail sur l'Ukraine? Qu'est-ce qui t'a emmené en Ukraine? Alors, à la base et chronologiquement, l'Ukraine pour moi ça représentait quelque chose de très vague. Enfin, étant né en 87, on parlait beaucoup de Tchernobyl en 86. C'est tout ce que ça évoquait pour moi. Et mes premiers pas en Ukraine, ils ont commencé en Russie en fait, puisque après mes études, j'étais parti vivre là-bas et étudier là-bas.
Et j'avais été très surpris sur place, en Russie, en Sibérie, à Moscou, dans d'autres villes, de constater que la réalité, la population, et culturellement, c'était assez différent, voire très différent de ce qu'on présentait médiatiquement. Et certaines expériences que j'avais eues avec la presse aussi m'avaient un petit peu refroidi d'un point de vue éthique et méthode. Et du coup, à mon retour de Russie en France, j'avais suivi quand même attentivement ce qui se passait en Ukraine, parce qu'on y annonçait une révolution, on y annonçait beaucoup de changements, et on annonçait surtout une grande menace venant de Russie. Et revenant de là-bas, ça m'intriguait. Et surtout que je n'avais qu'un discours très orienté sur l'Ukraine en France. Médiatiquement, je ne trouvais que des choses qui racontaient la révolution du côté des révolutionnaires. Et comme Victoria, je voulais en savoir plus, aller sur place. Donc j'avais fait des démarches des deux côtés du front, parce que ma porte d'entrée sur place, je me suis dit, n'ayant aucune acquaintance avec des gens sur place, est-ce qu'il y a des Français? Il se trouvait qu'au moment de la guerre, il y avait des Français qui combattaient là-bas, qui étaient partis volontairement. Donc j'ai contacté les deux camps par Internet. Les deux m'ont répondu. Et ensuite, j'ai fait des démarches administratives. Donc j'ai demandé aux autorités ukrainiennes, à des médias ukrainiens, si je pouvais suivre sur leur conseil des volontaires français qui combattaient contre les Ukrainiens. Leur réponse, je leur ai aussi annoncé que je voulais ensuite aller constater les combats de l'autre côté, chez les Français de l'autre côté. Et les autorités ukrainiennes m'ont, dans un mail très poli, souhaité d'aller mourir avec mes amis terroristes, alors que je n'étais jamais allé. Donc j'ai dit, bon, je ne peux pas aller côté ukrainien, apparemment. Donc comme j'ai quelque chose à faire en Russie, je vais essayer de passer la frontière et voir. Et les Français sur place m'avaient dit, si tu arrives à passer la frontière, on t'accueille et on te montre à quoi ça ressemble. Et voilà mes premiers pas. Bon, je détaillerai ça après. Mais la toute première présence en Ukraine, à l'été 2015, c'était dans ce contexte-là. Okay. Peut-être pour qu'on se comprenne bien, ce que je propose, c'est qu'on parte peut-être de Maïdan, puisque c'est ce que vous avez en commun. On est sur une période, donc 2013, fin 2013. Voilà, 2013-2014. Pour qu'on parle de la même chose. Par contre, en introduction, et là tu vas peut-être revenir en arrière, Guillaume, j'aimerais bien savoir comment chacun d'entre vous, vous avez préparé vos premiers voyages, justement. Est-ce que ça implique, de connaître le terrain? Comment vous avez, avant de débarquer en Ukraine, comment ça se prépare en amont? Enfin, comment chacun d'entre vous, vous travaillez en amont? En fait, ça dépend des périodes. Il y a plusieurs périodes. Donc, si on commence à partir de 2013, moi j'ai des amis en Ukraine, et donc quand j'ai entendu qu'il y avait les premières manifs à Maïdan, j'ai pris un avion et j'ai débarqué là-bas. Et c'était pas très compliqué de couvrir l'événement, puisque il fallait louer juste un appart pas très loin, et puis et après on était porté par les événements. Donc ça allait très vite et c'était très très simple. On était plutôt protégés par les manifestants. Et d'ailleurs, curieusement, il y avait... Alors, c'était très étonnant parce que c'était vraiment la place de l'Indépendance qui était devenue un campement. Et donc, on rentrait à travers des barricades et à l'intérieur, il y avait une vraie vie de campement et qui était organisée d'ailleurs comme les villages de Cosaques, avec une répartition selon des brigades qu'on appelait les sotnias, si je ne me trompe pas de terme. Et chaque sotnia avait une responsabilité et un endroit à protéger. Dès qu'on sortait du camp, on pouvait être, moi j'étais plutôt en danger, puisqu'à l'époque il y avait ce qu'on appelait des titouchki, je ne me trompe pas de terme, qui étaient des petites frappes et qui cherchaient des journalistes comme moi pour, entre autres, pour les frapper. Et puis qui cherchaient aussi des militants pro-Maïdan pour les frapper. Donc il y avait un sentiment très très fort de peur et de terreur. Quand même, il y a eu des journalistes qui ont été tués à ce moment-là, enlevés. Donc c'était très très tendu. Dès qu'on rentrait dans le camp, on était protégés. Donc là, j'avais pas besoin de... L'organisation était extrêmement simple. Après, quand la guerre a commencé... C'est la connaissance du terrain. Toi, tu l'avais parce que tu... Ah oui, pardon, mais moi, ça me paraît évident, là. Ouais. En fait, la question, c'est est-ce que vous vous documentez avant d'arriver, Alors, sachant que c'est une situation politique complexe.
D'accord, excuse-moi, non, mais, oui, mais en fait, moi j'ai vu le pays évoluer. Donc j'ai vu 2004 la révolution, après un gouvernement pro-européen arriver et se déchiqueter et au final avoir le gouvernement de Yanukovych qui arrive, qui est pro-russe, et de voir aussi le déclin un espoir en 2004 et après le déclin de cet espoir avec la corruption qui ne part pas et le pays qui part en vrille, quoi. J'ai vu en allant en Crimée en 2008, je comprenais que la Crimée c'était une région qui allait être instable dans les prochaines années. Et quand je revois le reportage que j'ai fait à l'époque, je parlais déjà du poids de la Russie en Crimée et du fait que la majorité de la population voulait quitter l'Ukraine. Donc voilà, et quand j'avais été dans le Donbass, j'avais bien compris que dans quelques années plus tard, il y aurait quelques problèmes avec le gouvernement de Kiev. Donc en fait, j'arrive avec tout le passif, et donc j'ai eu une préparation pas énorme au final. J'ai débarqué là-bas, mais j'avais déjà tout en tête, quoi. Parce que toi, tu avais une connaissance du terrain, quoi. Je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un photojournaliste comme ça qui débarque sur la place Maïdan d'un seul coup et qui prend connaissance d'une culture, d'un pays, etc. Au contraire, toi, ça faisait déjà plus de 10 ans que que tu y allais régulièrement et que tu connaissais même donc des habitants. Oui. C'est ce que je disais un peu hier au vernissage. En fait, moi, je pense que aujourd'hui, quand on est photojournaliste, débarquer dans un pays qu'on ne connaît pas pour couvrir un événement du news, ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense qu'il faut vraiment connaître le pays, ou en tout cas arriver avec l'histoire du pays en tête pour le couvrir d'une manière particulière, parce que autrement, qu'est-ce qu'on peut rajouter, quoi? Il y a déjà de la photographie amateur, tout le monde, on est tous les premiers témoins avec un téléphone portable. Les premiers témoins, c'est les amateurs, c'est le citoyen, et voilà. Donc nous, on arrive dans la deuxième vague ou la troisième vague. Donc en fait, on doit déjà avoir un propos, ou en tout cas du recul par rapport à l'événement, pour rajouter du contexte. Donc l'Ukraine, quand j'arrive là-bas, c'est pas parce qu'il y a du news je sais qu'il va y avoir du news que je vais y aller, c'est parce que j'ai besoin d'y aller, parce que c'est un pays que je connais et que dans l'ensemble de mon travail, c'est important de continuer à témoigner sur ce pays. Oui, c'est un pays que tu suis. Voilà, là, il se trouve qu'il y a un événement précis, c'est donc les manifestations Place Maïdan. Mais voilà, je voulais recontextualiser un petit peu. Alors toi, Victoria, qui a une démarche différente, peut-être on pourrait dire plus plasticienne, enfin je ne sais pas si c'est le bon mot, est-ce que tu en as une connaissance personnelle du fait de ta proximité, puisque tu vis à côté, à la frontière quasiment, comment tu prépares tes premiers voyages en Ukraine? So for me it was probably not so difficult. I know the context, I know a bit culture, Ukrainian culture, and the mostly links between Poland and Ukraine and the history. And what is a very big advantage, Polish language and Ukrainian language, they are very close. There's like 70% of similarity in languages. So in the beginning also I didn't think to go to the front line of the war. My idea was to meet people who are coming back home, who are non-professional soldiers. So I chose the city which I knew quite well, so Lviv, and I went there and start to search for people who can bring soldiers to me, or volunteers who will tell me where to find them. So, of course, I was following the news, what is happening on the front line, and what I could access, but my major source of information were the talks with these people. So most of the facts I was learning about them through the one person story, when I was learning about beginning of the war, the first shellings, I knew it from the soldier who was explaining me how it was looking, how looks the explosions, how it is to lose friends in explosion. And that's why I'm saying about the first explosions, the first shellings, because this was the moment where many of people I was talking with, they were
they were explaining it as a point of understanding that the war started. So when the like strong artillery started to be used, they understood is a war. Peut-être on peut commencer par projeter les images pour que vous identifiez le travail de Victor... D'un coup j'ai un doute, de Victoria, et puis je vais donner la parole à... Donc les premières images peut-être qu'on peut projeter, c'est celle de Victoria, et je donne la parole à... On reviendra peut-être dessus après. Peut-être moi, ce qui m'intéresse aussi, Guillaume, c'est que tu répondes à cette question. À part le fait, entre guillemets, je veux dire que tu as un lien donc avec la Russie au départ parce que tu as vécu en Russie. Comment, donc après, et le fait que tu prennes contact pour pouvoir aller sur le front, comment tu prépares? Est-ce que, un petit peu comme Victoria, tu as une sensibilité aux choses du fait de cette expérience en Russie, ou est-ce que tu te documentes beaucoup en amont? Comment tu prépares tes premiers voyages? La première fois, c'était un peu la fleur au fusil, parce que les seules informations que j'avais, c'était justement celles que je trouvais en cherchant dans les journaux ou ailleurs sur l'Ukraine occidentale. Mais je ne trouvais pas d'infos suffisantes de l'autre côté, donc c'est plus par un déficit d'infos que j'ai voulu aller sur place. N'étant pas photojournaliste, j'ai pris le temps de faire des démarches d'aide et de financement, parce que au début, je voulais, par exemple, que ce soit... Je suis allé vers les rédactions avec qui je collabore régulièrement, j'avais des pitchs, des histoires, des projets très détaillés qui à chaque fois se sont fait recaler. Ensuite, je me tournais vers des institutions culturelles avec qui aussi je collabore régulièrement, mais pour ce projet, je ne trouvais vraiment aucun soutien, alors que pour d'autres, j'en trouvais. Et au final, la seule aide concrète que j'ai eue, quelques jours avant de partir, c'était une entreprise, un fabricant de gilets pare-balles dans le sud-ouest de la France, qui m'en a prêté un, qui me l'a envoyé par la poste, que je lui ai rendu en rentrant. Et après, quand je suis parti, moi je me suis rendu à la ville russe la plus proche de cette zone séparatiste, qui est Rostov-na-Donou. Et à partir de là, j'ai passé un coup de fil aux Français sur place. J'ai dit, voilà, je suis ici. Je suis arrivé, qu'est-ce que je fais? On est en 2015, pardon. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris le temps, je voulais aller en Ukraine en 2014 déjà, mais quand j'ai fait ces démarches et qu'on m'a refusé l'accès, malgré ma bonne foi, mon projet d'équilibrer mon récit, donc j'ai commencé par l'autre côté. Et je me rappelle qu'avant de passer la frontière, suite au fait que j'ai signalé ma présence sur le site du ministère des Affaires étrangères, parce qu'il y a un site qui s'appelle Fil d'Ariane, je crois. Vous pouvez dire là où vous êtes dans le monde, et comme ça, s'il y a un souci, ils vous aident. J'ai reçu 3 coups de fil d'affilée de l'ambassade de France à Moscou, quand j'étais au passage de la frontière. Le premier coup de fil m'avait dit « Êtes-vous sûr de vouloir y aller ?» J'ai dit oui. Le deuxième coup de fil, 5 minutes plus tard, c'était « On vous déconseille d'y aller ». J'ai dit « Ok ». Et le troisième coup de fil, c'était « Si vous y allez et qu'il vous arrive un truc, on ne viendra pas vous chercher. On ne vous aidera pas ». Et le coup de fil suivant, c'était le directeur le patron de l'agence qui me représente, qui m'a appelé en catastrophe en me disant on comprend pas, il y a eu un coup de fil des affaires étrangères, on n'a jamais eu ça, même pour les gars qui partent en Irak, en Syrie, ou je sais pas où. Et qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai expliqué, il m'a dit bon bah fais ton choix. Et voilà, j'y suis allé, j'ai passé la frontière avec un visa journaliste qui était encore délivré à l'époque, alors que je ne suis pas journaliste, mais un ordre de mission suffisait très concrètement. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Enfin, la deuxième fois, j'étais avec un visa business, après un visa touriste, j'ai fait tous les visas pour y aller. Et enfin voilà, je m'arrête là. Il y a encore... Donc là, on voit le travail de Victoria, une partie ou un aspect du travail de Victoria. Donc Guillaume, on va revenir un petit peu en arrière, donc en 2013. On peut peut-être, puisque l'exposition est chronologique, elle commence là. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, donc on va suivre un petit peu le cours du temps. Quand vraiment il y a eu une accélération de la violence dans le Donbass, là il y a eu une vague de journalistes qui sont arrivés, de photographes. Et là, moi je me suis senti en trop. Je me suis dit, j'ai pas vraiment ma place maintenant, j'ai pas envie, et je voyais qu'on allait avoir une augmentation vraiment du nombre de morts, et je me suis dit, mon travail, c'est de pas compter les morts,
c'est de trouver des histoires qui vont raconter autrement la guerre. Donc pendant 3 mois, j'ai pas été couvrir même le pic de violence qu'on a pu connaître au mois d'août en Ukraine. J'ai arrêté et je suis revenu en septembre avec des angles à chaque fois très particuliers pour continuer le travail. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est un peu l'idée, juste pour résumer, que dans un premier temps, tu as collé aux événements, puisque en fait, tu racontais les événements, et puis qu'après, il va y avoir une distanciation qui va se faire par rapport aux événements, et là, c'est le travail personnel du photographe, on va dire, qui prend le dessus sur, entre guillemets, le photojournaliste. Ce qui me permet de faire la transition avec Victoria, qui, elle, est à la fois très imprégnée, puisque ça la touche personnellement en tant que frontalière, on va dire, et en même temps va mener un travail plastique, en fait, qui lui permet de se dégager, on va dire, des événements purs, et puis de faire quelque chose de beaucoup plus pointu et beaucoup plus personnel et individualisé à travers les témoignages que tu commences à récolter. Ma question, c'est comment tu passes justement du moment où tu récoltes les témoignages de ces soldats et que tu commences à enclencher un travail, et comment se fait ce processus? Maybe in the beginning I would explain a bit these first meetings also. So the pictures which you see here, these are the portraits of non-professional soldiers. So none of them had education in being in the army. They were having very different professions. Actually, Gary here, it's a music DJ. And then usually the all preparation which they had, it was maybe between 2 weeks till 2 months training on the training camp before going to the front line. So my questions to them, I didn't actually ask too many questions. It was not the method of doing interview. I want to know this and this. I was trying to ask them what made them to go to the front line, because many of them were volunteers, and then how this experience evolved, and also how they feel in this certain moment, how their idea about war changed. And my pictures, I was doing them during this talk, so my idea was really about if with the photography I can actually transmit the experience which they are describing me. If when they are talking about it, it's in a way shown on their face, if it's reflecting on their face. And from there also came the title, which is Sparks, and which evoked the explosions and this reflection of the explosions which are reflecting in their eyes. The way I was organizing these photo sessions, it was always very intimate atmosphere, just me and this person, this soldier. One light, which is not like a flashlight, and talk, and then taking pictures in between our talk. So it was my method to maybe go a bit inside, more deeper. And I don't know if we go forward with this, or you maybe. Okay. Peut-être la question, c'est est-ce que tu les as tous faits en même temps, ou est-ce que c'est fait sur un temps long, en fait? Oui, c'était pendant 1 year and a half, mostly. So I photographed more than 70 people, and it was like during all my time I was working on this project. So it was the beginning, the kind of first inspiration, first idea, which I was continuing for all this time. Et parallèlement, tu fais ce travail-là dont on parlera tout à l'heure. Hein, c'est ça, parallèlement au portrait. Oui, d'accord. Et Guillaume, donc toi, quand tu arrives, donc quelle est ta première approche photographique justement, et qu'est-ce que tu photographies? Alors quand
je suis arrivé, et j'étais venu pour ça, j'avais pas d'idée préconçue sur le sujet. J'y allais justement parce que ça me paraissait tellement complexe que je voulais voir on va dire à échelle d'homme, comment ça s'appelle, à la première personne, voilà. À la première personne ce qu'il en était. L'avantage que j'avais sur place, c'était de ne pas avoir besoin de fixeur ou de traducteur, de pouvoir m'adresser et de rencontrer tout le monde, que ce soit les combattants, les volontaires étrangers, que ce soit la population sur place. Alors je préviens juste que le diaporama que vous voyez, il est très, voire pas du tout exhaustif, puisque là vous allez voir un résumé de presque 4 ans d'images, à la fois faites par moi-même, envoyées ou récupérées sur les hommes et les populations que j'ai rencontrées là-bas. Sachant aussi que ce travail, dès le début, j'y allais précisément pour ça, était destiné à être un livre. Ce que vous voyez là, pour moi, est toujours assez frustrant parce que le texte va occuper environ 90% du livre. Il y aura très peu d'images, voire pas d'images dans ce livre. Donc ce que vous voyez, c'est des choses qui n'ont soit jamais, soit très peu été publiées et qui ne le seront jamais, du coup. Donc soit pour des raisons... médiatiquement, au niveau presse, il y a un système économique qui fait que... publier un sujet sur l'Ukraine va vous empêcher d'en faire un autre 2 semaines après, ce qui est normal. Et l'autre chose que vous voyez là, donc il y a aussi des fragments, à la fois pour souligner le fait que cette vision est très fragmentaire, c'est très bateau, hein, mais c'était juste pour vous donner un ordre d'idée, une ambiance générale. Donc à la fois des ambiances très positives, à la guerre on peut beaucoup s'amuser, on peut beaucoup rigoler, des ambiances tragiques, parce qu'il y a aussi beaucoup d'horreur et de choses catastrophiques qui s'y passent. Et moi, j'étais très surpris de découvrir ça. C'était ma première expérience de guerre sur une ligne de front. Les rares fois avant, j'avais pu voir la guerre, c'était soit avec la Légion étrangère ou les chasseurs alpins français, même en OPEX, quand ils sont en opération, c'est pas le même type de guerre. Là, c'était vraiment une population locale engagée dans une guerre fratricide contre parfois des familles entre elles. J'ai des amis sur place qui combattent même leurs propres cousins qui sont dans la tranchée en face. Et... que voulais-je dire d'autre? C'était que moi, l'image, quand tu me demandais qu'est-ce que je photographie, en général, l'appareil photo pour moi est très encombrant. Il est très pratique parce qu'il me permet d'aller partout, paradoxalement. Moi, je m'attendais à être accusé d'espionnage et autres révélations graves. La seule compromission d'ordre photographique qu'on m'a imposée lors de mon tout premier séjour, c'était de supprimer une photo qui montrait une position. Après, à ma grande surprise, même si je me déplaçais assez librement, on ne m'a pas dit de ne pas prendre ça ou ça en photo, du moment que j'avais les deux accréditations qu'on demandait sur place, militaire et civile. Et ensuite, quoi prendre en photo? C'est là où la question est complexe, parce qu'à titre personnel, et je vais essayer de faire court, la photo me frustre de plus en plus. Autant voir celle des autres, ça m'enchante, autant moi faire des photos, je trouve ça assez fatigant et puis inutile même des fois, parce que je trouve que moi-même j'arrive à mieux faire passer des choses par le texte que par l'image. Je trouve l'image beaucoup trop autoritaire, je trouve que quand on la regarde, on a assez peu de place pour l'imagination, alors que le texte, quand on s'y implique vraiment, peut vous déployer bien plus de métaphores et d'étincelles dans la tête justement qu'une simple photographie. Aussi, ce que je craignais, c'est que mes photos passent pour objectives, ce que j'ai du mal avec ça, n'étant pas photojournaliste. Ça me plaisait de mettre en avant le fait que ce que je montrais n'était que ce que moi j'avais vu. D'autres qui iront là-bas verront d'autres choses, verront plus de combats, moins de combats, verront des gens vachement plus drôles ou beaucoup plus tristes. Tout est possible. C'est cette notion que moi je défends souvent, qui est celle du point de vue documenté, ou de la subjectivité responsable. Donc là, oui, de tout. Et des gens, on va dire que chaque image est isolée. Je pense qu'il y a environ 10 000 photos qui ont été faites sur toutes ces années. Il y a un gros stock. Je tiens le disque dur à disposition de ceux qui le souhaitent. Et encore plus de textes. Donc, j'y reviendrai ensuite, mais je ne sais pas si j'ai répondu. Peut-être que tu peux dire la question que peut-être avant de... c'est comment aujourd'hui, finalement, 5 ans après, donc, se structure ton travail. Comment est-ce que dans l'absolu, tu peux dire j'ai plusieurs séries, j'ai adopté une méthodologie, enfin en tout cas ce qu'il en ressort dans les grandes lignes, hein, bien évidemment. Je vais faire court. Il y a des histoires. Il y a des histoires. Alors, il y avait différents types de travaux en parallèle. Il y a eu, au final, je crois, en tout et pour tout, une vingtaine de photos qui ont été publiées
dans des supports assez différents. Il y a un magazine pour les jeunes, pour enfants, Géo Ado, qui avait publié un récit très didactique pour le coup sur la vie d'une petite fille sur la ligne de front. Donc toujours côté séparatiste, comme je n'ai pas eu accès à l'autre côté. Ensuite, il y avait un récit dans un journal qui s'appelle Commando Magazine, donc, qui lui faisait plutôt un étalage des armes disponibles sur place, donc une toute autre ambiance. Et il y a eu un récit dans une revue de journalisme de récit qui s'appelle Feuilleton, qui là avait publié justement avec un premier texte, mais qui était plus contextualisant sur l'histoire de la région et sur le quotidien de cette première rencontre que j'avais fait sur place des volontaires français qui se battaient. Après, le livre final, définitif, lui va juste raconter ces 5 années à la fois d'un point de vue, pour ceux qui connaissent, c'est plus gonzo, quoi. On va dire que c'est à la première personne. Il y a des métaphores poétiques, vulgaires, du langage soutenu, un mélange, des témoignages rassemblés, les souvenirs, pour essayer de donner une voix à ce que j'ai pu voir de ce côté-là. En fait, j'essaie de faire ce que j'aimerais trouver en librairie, c'est tout. Donc Guillaume, toi, c'était pas ton premier contact avec la guerre, mais on peut lancer une grande question que tu vas prendre par l'angle que tu veux. Comment photographier la guerre ? Enfin, ça, j'imagine que tu te l'es posé. Et comment, justement, tu l'as pris à bras-le-corps, sachant que tu avais quand même une expérience déjà du terrain assez profonde, un travail auparavant beaucoup sur la mémoire, donc plutôt sur les traces du passé, et que là, tu étais dans le présent. Comment tu as répondu à ces questions que tu t'es posées ? Alors, en fait, je l'avais dit un peu hier, mais pour ceux qui étaient là, en fait, moi, non, mais évidemment, mais de toute façon, tout le monde n'était pas là hier. Mais donc, pour ceux qui étaient là hier, je suis désolé, je vais me répéter. Donc, en fait, quand j'ai commencé la photographie, moi, je me voyais photographe de guerre. Donc, j'ai fait de la photo au départ pour être photographe de guerre. Et donc, en 91, donc j'ai 20 ans et je pars en Bosnie et en Croatie pour couvrir cette guerre. Et je suis confronté à quelque chose, c'est que quand j'arrive sur le terrain et quand j'arrive en première ligne, je ne vois pas la guerre, je ne vois pas la guerre que je pouvais imaginer, c'est-à-dire des gens en train de tirer, je vois des gens en train d'attendre et de surveiller, de regarder, et je me rends compte que les 3/4 du temps, on s'ennuie. Et donc quand j'ai 20 ans, j'ai pas la maturité suffisante pour faire quelque chose de ce que je suis en train de voir. Donc je reviens à Paris et je m'interroge sur ces photographies qui, au final, ne montrent rien. Et après, en fait, je sors de cette idée de devenir photographe de guerre et je m'intéresse, quelques années plus tard, à la mémoire des événements qui ont fait le XXe siècle. Donc je retourne à Hiroshima, Nagasaki, je vais en Pologne, dans le camp de Auschwitz, etc. Je vais à Tchernobyl et je m'interroge sur comment la mémoire continue aujourd'hui et comment moi je me nourris de cette mémoire. Et quand la guerre en Ukraine commence, au final, j'ai l'impression de réapprendre mon métier de photographe et de reportage. Et je suis confronté donc de nouveau à des événements, mais avec le passif que j'ai sur comment raconter la mémoire. Et ça me permet tout de suite, dans mes cadres, de prendre énormément de recul, d'arrêter les choses et de contextualiser les choses dans l'architecture, dans le paysage, etc. On le voit un peu à droite, là, à votre gauche, dans la photo où on voit les policiers avec les boucliers, et en fait j'intègre l'architecture, j'essaie pas d'être contre eux, et je veux intégrer totalement le paysage pour montrer le contexte. Donc voilà, et après comment couvrir la guerre dans la continuité, eh bien justement c'est de ne pas courir tout le temps après l'action et l'événement, montrer les hors-champs, raconter les temps morts, raconter le temps qui s'inscrit, là par exemple en Ukraine on est dans une guerre au long cours, un peu gelée, et donc j'essaie de raconter ça au fur et à mesure avec des paysages où on voit pratiquement rien, avec des moments où on ne sait plus trop ce qu'on est en train de regarder. Derrière l'écran, il y a une image d'une femme qui est habillée, on a l'impression, la première fois qu'on la voit, cette image, on se dit tiens, elle est en costume traditionnel, on ne sait pas trop ce que c'est, il y a des gamins avec des ballons,
Donc quand on voit cette image, on se dit tiens, elle prépare une fête. Et puis quand on regarde la légende, en fait, on comprend qu'elle est en train de faire un costume pour des snipers, donc un camouflage pour des snipers. Et donc il y a toute une ambiguïté dans cette image qui m'intéresse aussi pour couvrir la guerre. Voilà. Ensuite, j'essaie d'aller des deux côtés. Donc depuis le début, en fait, moi j'essaie d'aller vraiment des deux côtés. Et j'ai pu le faire. Et c'était vraiment intéressant quand je pouvais le faire parce que je pouvais avoir les deux échos, j'avais deux réalités différentes parce qu'évidemment dans la guerre, chaque camp va vous dire sa propre réalité et vous savez bien que la réalité, elle est beaucoup plus compliquée que ça et il y a énormément d'ambiguïté, il n'y a pas des bons, il n'y a pas des méchants, il y a un sacré merdier au final. Et donc j'essaie de raconter cette chose-là. Et depuis 2 ans, je n'ai plus les autorisations pour pouvoir aller du côté pro-russe. Donc là, on me refuse à chaque fois l'accès. Et c'est bien dommage parce que, pour eux d'ailleurs, parce que je pourrais raconter d'autres choses que le point de vue ukrainien. Donc ça serait, enfin en tout cas d'avoir d'autres, de me rendre compte je sais bien qu'il y a tous les soirs, en ce moment, tous les soirs, il y a des bombardements et des tirs des deux côtés. Mais en fait, on ne peut pas, je n'ai pas l'échelle des bombardements ukrainiens sur la partie pro-russe. Je ne la connais pas et je veux la voir. Donc c'est vraiment problématique. Je connais exactement les dégâts faits par les pro-russes sur les Ukrainiens, mais il faut absolument que je puisse aller de l'autre côté pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, c'est très important d'aller de deux côtés. Voilà, je sais pas. Non, mais c'était très simple. Il faut avoir des cartes d'accréditation des deux côtés. Donc, du côté ukrainien, on fait une demande auprès du ministère de la Défense qui vous donne une carte d'accréditation. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour les avoir parce qu'il y a le ministère de la Défense et en fait, c'est les services secrets qui vous donnent qui valident l'accréditation. Donc, c'est un peu plus long. Mais à partir du moment, et il y a plusieurs échelles d'accréditation, donc il y a des accréditations où on peut aller en zone de guerre, mais pas en première ligne, et après il faut avoir une autre accréditation pour aller en première ligne. Donc quand on a cette carte d'accréditation, il n'y a aucun problème, on peut passer les barrages. Évidemment, quand on arrive en première ligne, on est accompagné par des soldats et par le service de presse de l'armée, donc on est très dirigé, on ne reste pas beaucoup de temps sur les lignes de front. Et de l'autre côté, c'est pareil, on va faire une demande d'accréditation et on l'a ou on ne l'a pas. Voilà. Et je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, le problème que Guillaume a eu, c'est de passer par les frontières russes. C'est pour ça que tu as été emmerdé par l'ambassade de France, parce qu'en fait, pour l'ambassade de France, les territoires qui sont pro-russes aujourd'hui sont ukrainiens. Donc en fait, en passant du côté pro-russe, en passant par les frontières russes, évidemment, tu te confrontais à un merdier, à des problèmes avec l'État ukrainien. Moi, si par exemple je veux aller du côté pro-russe, je passe tout de suite, par les barrages militaires ukrainiens pour après aller dans le No Man's Land et arriver du côté pro-russe. Si je passe par le côté pro-russe, je ne pourrais plus revenir en Ukraine parce que je serais considéré comme un ennemi de l'Ukraine. Pareil pour aller en Crimée. En Crimée, aujourd'hui, on est obligé de passer par la Russie, prendre un avion et aller... Et donc avoir un visa russe. Mais du point de vue de l'État ukrainien, faire ça, c'est être ennemi de l'État ukrainien. Donc il faut arriver à jongler avec toute cette problématique pour pouvoir continuer à aller des deux côtés. Donc c'est assez complexe. On peut peut-être revenir sur les images de Victoria qui sont évidemment qui ont une lecture plus complexe et donc en fait j'aimerais bien que tu expliques. Donc tu as fait cette série de portraits et puis après il y a la série. Je te laisse expliquer peut-être. So when I was working. Like I told you, talking with soldiers, they were often showing me their own pictures. Like Guillaume said, that this first-hand document, the pictures which they took or the videos which they took by themselves, by their mobile phones on the front line. And I found it very, very important in the way of describing this war, and which is the war of modern times. First-hand document, the pictures which they took or the videos which they took by themselves, by their mobile phones on the front line.
And this is one of the usage I did. It's a series of gold collages. And the people who are covered by gold, they are the ones who were killed in the battle. So it was the first kind of very, very strong experience when Jurko, who was the owner of this picture, was zooming all the faces of people and telling me, this man is dead, this man is dead, this man is dead, this man lost his hand, this man lost his mind, this man lost his leg, and so on, and going through all this group, the squad. And then I decided, okay, I need to do something with this. And this picture is also particular because it comes from the very beginning. It's the summer 2014, so just before this big fight started. And by this we could also see the scale that there is 9 people dead after a certain time, and actually only 2 of them were still able to fight after 1 year of war. So for me, this gesture of covering them by gold, it's evoking both the culture, Eastern culture, and sacral culture. If you go to the church in Ukraine, in Russia, or even in Poland a bit, you will find a lot of gold in there. And also the idea of being a hero, which comes by mostly dying in a battle. So these people are disappearing in the same time. The families are getting medals from the country, but these people don't exist anymore. So if we can go further. And then during these talks, I hear a lot about the certain places, and I start to think maybe I will go to see these places which soldiers describe me. So, for example, here you can see with the picture which we share with Guillaume. I think this is a bridge in Semenivka near Sloviansk. And this is a quite particular place because it was also very beginning of the war, and this place was serving as a frontier, as a border, as a front line actually. So like you have this typical division by the river, and it was also the border. Then yes, I was photographing this paysage, and it's really like aftermath of the war. There is no movement. It's really different than I would say the reportage where you can really see the events. This is only what remains after the events. C'est d'autant plus vrai que sur une zone de guerre, tout est très séduisant en photo. Tout devient très vite très iconique. Vous prenez un bonhomme avec une Kalachnikov, ça fait une bonne photo, et c'est très frustrant de faire des images faciles. Donc si aussi je me suis tourné vers des images soit amateurs, soit même des documents officiels ou visuels ou utilitaires. Ouais, collecter, demander à des gens sur place, demander ensuite, parce que j'ai gardé contact avec la plupart des gens, qu'ils soient civils ou combattants. Et déjà, je considère que souvent les amateurs sont meilleurs que les professionnels, que certaines vidéos, déjà, certains combats par exemple ne peuvent être captés que par ceux qui y prennent part. Les reporters ou autres ou observateurs extérieurs sont rarement là au moment pile où ça arrive. Donc d'une part, il y a ce côté très magnétique, je trouve, complètement fascinant d'avoir un truc brut filmé par quelqu'un qui y fut. Ensuite, ça me plaît aussi de confronter les deux types d'images, parce que par exemple ça, voilà, c'est une image quand je la montre en lycée, en conférence ou ailleurs. J'aime bien en parler parce que pour beaucoup, surtout chez les jeunes, elle peut être choquante, parce que voilà, c'est un moignon avec un mec qui fume avec une clope dans une paille. Alors que le moment était vraiment drôle, c'était vraiment un super moment, où c'était la fin d'année dans un hôpital militaire sur le front où un ami avait marché sur une mine, et ça c'était son voisin. Et son voisin, il n'arrivait pas à fumer, du coup on lui a bricolé un truc avec une paille. Et on était tous contents et on rigolait bien, surtout le gars qui avait ce fumoir. Et l'image ne rend pas cette joie. Et ça c'est un truc qui me frustre beaucoup. Et dans ces cas-là, je dois faire appel au texte. À titre personnel, je pense que ce qu'il y a de plus immersif pour raconter
un moment de guerre, surtout complexe comme peut l'être l'Ukraine. Je pense que c'est la vidéo, le film. Un des trucs les meilleurs que j'ai vus, c'est quelqu'un qui, je crois maintenant, est interdit de séjour côté séparatiste, qui a fait un film que je trouve génial, qui est justement plutôt à charge contre les séparatistes, qui s'appelle Le choix d'Oleg, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de Yelena Voloshin et James Keo. Vraiment un super film qui raconte juste le parcours d'un mec, un volontaire russe qui est venu de Russie se battre avec un idéal, puis qui petit à petit réalise que finalement, côté séparatiste, c'est plutôt devenu des guerres de clans, des mafias, des petits chefs de guerre qui s'entretuent et qui veulent récupérer du business. Et on voit toute cette progression de l'idéal jusqu'à ce que ça se casse la gueule. Idéal que d'ailleurs les séparatistes, ils avaient une formule qui me faisait rire, qui était de dire que